Ma femme a serré ma main si fort que cela m'a fait mal. Elle s'est penchée tout près de mon oreille lors de la pendaison de crémaillère de notre propre fils dans une maison pleine d'invités qui riaient et de verres qui s'entrechoquaient, et elle m'a dit qu'il fallait que nous partions tout de suite. Je lui ai demandé pourquoi, là, en plein milieu de la foule, et elle n'a rien répondu. Elle a simplement tenu ma main et m'a entraîné vers la porte. Ce n'est que lorsque nous avons été enfermés à l'intérieur de notre voiture, moteur éteint, l'allée pleine de voitures que nous ne reconnaissions pas, qu'elle s'est enfin tournée vers moi pour me poser une question que j'entends encore dans mon sommeil. Elle m'a demandé si je l'avais vraiment vue. Ce qu'elle m'a raconté ensuite a changé la façon dont j'ai regardé mon propre fils pour le reste de ma vie. Je m'appelle Jean-Pierre Morel. J'ai 62 ans. J'ai passé 35 ans à bâtir une entreprise de plomberie et de chauffage central à partir de rien, si ce n'est une vieille camionnette d'occasion et un numéro de téléphone sur une carte de visite. J'habite dans la banlieue de Lyon, marié à ma femme Catherine depuis 36 ans, et jusqu'à ce samedi de juin, je pensais qu'il ne me restait plus qu'une seule mission dans la vie. Voir mon fils réussir et profiter du spectacle. Le matin de la fête, j'ai mis la chemise bleu azur que Catherine avait choisie pour moi et je suis resté devant le miroir plus longtemps qu'un homme de mon âge ne devrait le faire. Notre fils Maxime venait de signer pour sa première maison, une vraie villa, pas un appartement, pas une location, et il voulait organiser une réception pour la montrer à toute la famille. Je me souviens avoir ressenti une fierté qui m'a surpris, cette sorte de fierté lourde et chaleureuse qui vous remplit la poitrine. Catherine est descendue dans une robe vert émeraude, a vérifié ses boucles d'oreilles 2 fois dans le miroir du couloir et m'a dit de prendre le sac cadeau sur le comptoir, un ensemble d'outils gravés que j'avais choisi moi-même. Parce que c'est ce qu'un père offre à son fils quand il commence sa propre vie. Le trajet jusqu'au Haut de Marcy, le nouveau quartier résidentiel chic à l'ouest de la ville, a duré environ 30 minutes. Catherine était silencieuse sur le siège passager, faisant défiler des choses sur son téléphone, et je n'y ai pas prêté attention. Elle est toujours calme avant les réceptions, elle se recueille, comme certaines personnes ont besoin d'une minute avant d'entrer dans une pièce bondée. J'ai monté le son de la radio, une vieille chanson française, et je lui ai dit à quel point c'était bon de voir Maxime s'en sortir si bien. Je lui ai dit que je n'aurais jamais pensé voir ce jour arriver. Elle a juste hoché la tête et a regardé par la fenêtre les nouvelles maisons qui s'élevaient des 2 côtés de la route. De grandes maisons, le genre avec des garages triples et des façades en pierre de taille. Nous avons tourné dans l'allée des Glycines un peu après 14 heures. J'ai vu l'adresse sur mon GPS puis j'ai vu la maison elle-même et pendant une seconde, avant que la fierté ne revienne, j'ai eu une contraction à l'estomac. Je ne savais pas encore pourquoi. Je me souviens juste avoir pensé que la maison paraissait beaucoup plus grande que ce à quoi je m'attendais. Pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, il faut comprendre ce qui a précédé. Maxime a grandi dans mon atelier, pas comme un passe-temps, mais comme une partie réelle de son enfance. À 12 ans, il balayait les sols après l'école, à 16 ans, il m'accompagnait lors des dépannages, à 22 ans, il travaillait à plein temps à la comptabilité pendant qu'il terminait son école de commerce en cours du soir. Je ne l'ai jamais poussé vers la plomberie. Je lui ai toujours dit qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais il aimait le côté commercial, les chiffres, les contrats, la façon dont on pouvait transformer une petite entreprise en quelque chose de plus grand si on était malin. Il y a 2 ans, Maxime est venu me voir avec une idée. Il voulait commencer à faire de la promotion immobilière en parallèle, acheter de vieilles maisons, les rénover, les revendre avec un bénéfice, et finit par créer sa propre petite société de développement. Il a dit qu'il avait un partenaire déjà prêt qui connaissait le marché, quelqu'un avec des relations. Je n'ai pas posé trop de questions. Je lui faisais confiance. Je lui ai donné 180 000 € provenant de l'argent que j'avais mis de côté pour la retraite, de l'argent dont Catherine et moi avions parlé pendant des années en l'appelant le coup de pouce de Maxime. Je lui ai dit de l'utiliser avec sagesse, d'acheter quelque chose de modeste pour y vivre et d'investir le reste dans son premier projet. Il m'a serré dans ses bras dans l'allée ce jour-là et m'a dit qu'il ne me décevrait pas. Je n'ai jamais demandé à voir les documents. Je n'ai jamais demandé les chiffres. J'ai viré l'argent depuis notre compte professionnel commun et je l'ai laissé faire parce que c'est ce qu'on fait quand on a élevé un bon fils et qu'on croit en lui totalement. En y repensant maintenant, cette confiance est exactement ce qui a rendu tout ce qui a suivi si facile pour les personnes qui l'ont utilisé contre moi. La maison de l'allée des Glycines n'était pas modeste. Elle trônait sur un terrain d'angle avec une allée circulaire déjà bordée de voitures, une façade en pierre, de hautes fenêtres et une pelouse si verte qu'elle semblait peinte. Un jeune homme en gilet noir garait les voitures pour les invités,
ce qui était quelque chose que je n'avais jamais vu lors d'une fête de famille de ma vie. Catherine m'a regardé alors que nous nous garions derrière une file de berlines de luxe et m'a dit que c'était une sacrée demeure. J'ai ri et j'ai dit que Maxime avait toujours eu de grands rêves. À l'intérieur, l'endroit ressemblait à ce qu'on voit dans les magazines de décoration. Des plans de travail en marbre, un lustre suspendu au-dessus de l'entrée, un jardin avec une piscine déjà terminée, même si la vente n'avait été conclue que quelques semaines auparavant. Il y avait un buffet avec une femme en veste blanche servant des petits fours sur des plateaux et un barman mélangeant des cocktails près des baies vitrées coulissantes. Je me tenais au milieu de tout cela, tenant mon sac cadeau d'outils gravés, me sentant soudainement petit d'une manière que je ne pouvais expliquer. Maxime est venu me serrer dans ses bras, m'a dit à quel point il était heureux que nous soyons venus et nous a de nouveau présenté aux parents de sa compagne Camille, Bernard et Isabelle Lefebvre. Bernard était un notaire d'affaires réputé en centre-ville, le genre d'homme avec une poignée de main ferme et une montre qui coûtait plus cher que mon utilitaire. Il a regardé ma chemise et mon sac cadeau et m'a dit que c'était un plaisir de me revoir, sur un ton qui réussissait à être poli et dédaigneux exactement au même moment. Isabelle m'a demandé si je faisais toujours la plomberie moi-même ou si j'avais des gens pour cela maintenant. J'ai répondu que j'aimais toujours me salir les mains. Elle a souri de la façon dont les gens sourient devant quelque chose qu'ils trouvent un peu embarrassant. La fête s'est poursuivie tout l'après-midi et j'ai remarqué de petites choses que je ne pouvais pas vraiment nommer sur le moment. Maxime dérivait sans cesse vers Bernard et un groupe d'hommes en chaussures coûteuses près de la piscine, discutant à voix basse de chiffres, de parts sociales et de quelque chose appelé levée de fonds. Chaque fois que je m'approchais pour les rejoindre, la conversation changeait. Quelqu'un riait trop vite et Maxime me tapait sur l'épaule pour me demander si je voulais un autre verre. Catherine l'a remarqué aussi. Elle a toujours été plus fine que moi pour cerner les gens, pour percevoir les petits changements dans une pièce qui m'échappe complètement. Elle s'est penchée à un moment alors que nous étions près du buffet des desserts et m'a demandé tout bas si Maxime ne me semblait pas différent. Je lui ai dit qu'il était probablement juste nerveux d'organiser sa première grande réception et qu'il essayait d'impressionner la famille de Camille. Elle n'avait pas l'air convaincue mais elle n'a pas insisté. Camille elle-même était impeccable et chaleureuse en surface, embrassant chaque invité, montrant l'îlot de la cuisine, riant fort aux blagues de son père. Mais chaque fois qu'elle regardait Maxime, il y avait quelque chose sous le sourire, quelque chose de vif et de calculateur qui me rappelait une personne vérifiant sa montre pendant une réunion qu'elle voulait terminer. Je me suis dit que j'imaginais des choses. Les pères deviennent protecteurs, pensais-je. Je me suis dit que c'était simplement à cela que ressemblait le succès aujourd'hui, différent de la façon dont j'avais construit les choses, mais pas mauvais en soi. Vers 16 heures, Catherine s'est excusée pour chercher des toilettes. Celle du rez-de-chaussée avait une file d'invités qui attendaient devant, alors elle s'est dirigée vers l'escalier en disant qu'elle en trouverait une à l'étage. Je l'ai regardée partir, tenant toujours mon verre, me répétant que tout dans cette magnifique maison était exactement ce qu'il semblait être. Je n'avais aucune idée que les 20 prochaines minutes allaient mettre fin à la version de ma vie que je pensais vivre. Catherine m'a raconté plus tard que le couloir de l'étage était calme comparé au bruit de la fête en bas, le genre de silence qui vous donne l'impression d'être entré dans une maison totalement différente. Elle est passée devant 2 portes fermées avant de trouver ce qu'elle a deviné être la chambre principale. Une vaste pièce avec un lit déjà fait avec des draps neufs qui gardaient encore leur marque de pliage et une salle de bain attenante avec le genre de baignoire îlot que l'on voit dans les salles d'exposition de meubles. Elle a utilisé la salle de bain, s'est lavé les mains et en revenant par la chambre, ses yeux se sont posés sur la commode près de la fenêtre. Il y avait une pile de papier posée là, le genre de pile que les gens laissent de côté quand ils sont en train de s'occuper de quelque chose. Pas encore classée. Elle a dit qu'elle avait failli ne pas regarder. Elle a dit qu'une petite voix en elle lui disait de simplement passer devant et de redescendre à la fête, mais quelque chose dans la façon dont les papiers étaient laissés là, encore tièdes d'avoir été manipulés récemment, l'a fait s'arrêter. La première page était un relevé de clôture d'une société de crédit immobilier. Catherine n'est pas une experte en chiffres par métier, mais 36 ans de gestion de nos finances domestiques lui ont appris à lire un bilan. Le prix d'achat sur cette page était de 1 500 000 €. Elle est restée là à le relire 2 fois parce que ce chiffre ne correspondait à rien de ce que Maxime nous avait dit. Il avait dit que la maison était abordable, un achat intelligent, bien en deçà de ce que son entreprise de rénovation pouvait supporter. Elle a dit que sa première pensée n'était même pas de la suspicion mais de la confusion. D'où venait le reste de cet argent? Elle a failli reposer les papiers là et partir. Elle m'a dit plus tard qu'elle souhaitait parfois l'avoir fait,
mais sous ce relevé se trouvait un deuxième dossier et sur l'onglet de ce dossier, écrit au stylo bleu, se trouvait le nom de mon entreprise, Chauffage et Sanitaire Lefort. Catherine a ouvert ce dossier seule dans la chambre de notre fils et ce qu'elle a trouvé à l'intérieur l'a forcé à s'asseoir lentement sur le bord du lit. Il y avait des courriels imprimés entre Maxime et un avocat d'affaires du cabinet de Bernard Lefebvre. Il y avait un document intitulé Accord de restructuration de propriété avec mon nom dactylographié en haut et épinglé sur le devant se trouvait la photocopie d'un formulaire de mandat de protection future daté de 8 mois auparavant avec ma signature en bas. Elle a dit qu'elle avait reconnu mon écriture immédiatement, le même J incliné avec lequel j'ai signé toute ma vie, mais elle savait aussi, de la même manière que je le saurais plus tard, que je n'avais jamais signé de mandat de protection future de ma vie. Pas que je m'en souvienne. Catherine est restée assise là avec ce dossier sur les genoux, le cœur battant. Essayant de donner un sens à des documents qui suggéraient que mon fils et le cabinet d'avocats de son nouveau beau-père étaient en train de prendre légalement la propriété de l'entreprise que j'avais bâtie de mes deux mains. Elle m'a dit que la pièce semblait très silencieuse à ce moment-là, même avec la musique et les rires qui montaient faiblement d'en bas. Elle a lu le document 2 fois, les mains tremblant légèrement, essayant de comprendre des mots comme transfert fiduciaire et intérêt majoritaire, des mots qui n'ont pas leur place dans une famille, des mots qui appartiennent à un tribunal. Elle était sur le point de refermer le dossier et de le remettre exactement où elle l'avait trouvé quand elle a entendu des voix venant du grand dressing juste à côté de la chambre. Une porte qu'elle n'avait pas remarquée était légèrement entr'ouverte. Elle a d'abord reconnu la voix de Maxime, basse et tendue, puis celle de Camille, plus tranchante, plus assurée. Catherine s'est figée sur place, le dossier toujours ouvert sur ses genoux, et elle a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait de sa vie. Elle est restée parfaitement immobile et a écouté son propre fils à travers une porte entr'ouverte. Ce que Catherine a entendu à travers cette porte de dressing, elle me l'a répété plus tard, presque mot pour mot, parce qu'elle a dit qu'elle savait, au moment même où cela se passait, qu'elle aurait besoin de se souvenir de chaque phrase. La voix de Camille est venue en premier, calme et professionnelle, le genre de calme qui vient de quelqu'un qui a déjà fait la paix avec quelque chose d'inconfortable. Elle disait qu'une fois que mon père signerait l'avenant final le mois prochain, le cabinet de son père pourrait finaliser complètement le transfert. Après cela, nous n'aurions plus du tout besoin de lui pour la gestion quotidienne. La voix de Maxime semblait plus petite que je ne l'avais jamais entendue, même à travers un mur. Il disait qu'il ne savait pas trop, que cela lui semblait beaucoup. Il disait que je lui faisais confiance. La réponse de Camille est tombée, rapide et sans émotion. Elle a dit qu'il lui faisait confiance parce qu'il n'avait jamais eu de raison de ne pas le faire. Elle a ajouté que c'était précisément pour cela que cela fonctionnait. Le cabinet de son père avait structuré cela proprement. Le langage de l'avenant d'assurance couvrait le transfert de l'autorité de décision. Il pensait protéger l'entreprise au cas où il lui arriverait quelque chose. Il n'avait aucune idée de ce qu'il avait réellement signé. Il y a eu une pause puis Maxime a dit quelque chose que Catherine dit qu'elle n'oubliera jamais de sa vie. Il demandait ce qui se passerait une fois que les parts seraient entièrement à son nom. Camille a répondu sans hésitation. Elle disait qu'à ce moment-là, il vendrait sa participation au groupe que son père avait déjà contacté, qu'il rachèterait le matériel et que Maxime dirigerait l'affaire exactement comme il le voulait sans que je sois sur son dos chaque jour. Catherine est restée pétrifiée sur ce lit, le dossier toujours ouvert sur ses genoux, écoutant son fils discuter de la vente de 35 ans de ma vie comme s'il s'agissait d'une ligne sur un tableur. Elle a dit avoir senti quelque chose de froid traverser sa poitrine, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Pas de la peur exactement, plutôt l'impression que le sol du monde venait de descendre silencieusement de quelques centimètres sous ses pieds. Elle a refermé le dossier délicatement, l'a replacé sur la commode exactement comme elle l'avait trouvé et est sortie de cette pièce sur des jambes qui ne semblaient plus être les siennes. J'étais debout près de la piscine en train de parler à l'un des anciens amis d'école de Maxime quand j'ai senti la main de Catherine se refermer sur la mienne. Je me suis tourné et j'ai vu son visage et même maintenant je ne peux pas décrire pleinement ce que j'y ai vu. Elle ne pleurait pas. Elle n'était pas paniquée d'une manière qu'un autre invité aurait pu remarquer, mais ses yeux avaient une sorte d'immobilité que je n'avais vue qu'une seule fois auparavant, le jour où son propre père était décédé. Le regard de quelqu'un qui porte un poids énorme parfaitement stable pour qu'il ne se renverse pas. Elle s'est penchée tout près de mon oreille malgré la musique et les rires autour de nous et elle m'a dit qu'il fallait que nous partions. Je lui ai demandé pourquoi, là avec mon verre encore à la main et l'ami de Maxime encore au milieu d'une phrase à côté de moi. Elle n'a pas répondu. Elle a juste serré ma main plus fort et a commencé à marcher vers la porte, m'entraînant doucement mais fermement avec elle,
de la façon dont on guide quelqu'un loin d'un danger sans vouloir l'alarmer. J'ai prononcé son nom une fois, calmement confus, mais elle a juste secoué la tête légèrement, un petit mouvement qui me disait d'attendre, de lui faire confiance, de ne pas demander à nouveau devant tout le monde. Nous avons trouvé Maxime près de l'îlot de la cuisine et Catherine lui a dit, d'une voix si assurée que je ne sais toujours pas comment elle a fait, que je ne me sentais pas bien et que nous devions rentrer. Le visage de Maxime a été traversé par quelque chose, de l'inquiétude peut-être ou quelque chose de plus proche de l'alarme, et il a demandé si tout allait bien un peu trop vite, un peu trop prudemment. Camille est apparue à ses côtés en quelques secondes, son sourire parfaitement figé, nous disant à quel point elle était désolée que nous devions partir si tôt, espérant que je me sentirais mieux bientôt. Catherine l'a remercié chaleureusement, a embrassé Maxime pour lui dire au revoir et m'a dirigé vers la porte d'entrée avec ses mains toujours verrouillées sur la mienne, passant devant le voiturier, devant la rangée de voitures chères, pour sortir sous le soleil de l'après-midi de juin, où l'air semblait soudain plus frais qu'il ne l'avait été de toute la journée. Nous avons marché vers notre voiture dans un quasi-silence, passant devant une allée pleine de véhicules qui coûtaient probablement plus cher tous ensemble que ma première maison. J'ai ouvert la portière passager pour Catherine par habitude et elle est montée sans un mot, fixant droit devant elle à travers le pare-brise. Je me suis installé au siège du conducteur et je l'ai regardée, et elle a de nouveau juste secoué la tête légèrement, jetant un coup d'œil vers la maison derrière nous, où Maxime et Camille se tenaient encore près de la porte d'entrée en train de nous regarder partir. J'ai démarré le moteur mais je n'ai pas quitté l'allée tout de suite. Je lui ai demandé encore une fois, plus doucement cette fois, ce qui se passait. Elle a tendu la main, l'a posée sur mon bras et a dit de conduire d'abord. Alors j'ai reculé lentement, en faisant attention de ne pas accrocher la rangée de voitures garées, et je suis sorti sur l'allée des Glycines, regardant dans le rétroviseur la grande maison en pierre devenir de plus en plus petite derrière nous. Nous avons roulé dans un silence total pendant presque 10 minutes. Je ne l'ai pas pressé. 36 ans de mariage vous apprennent quand votre femme a besoin d'une minute pour trouver ses mots. Et je pouvais voir à la ligne serrée de sa mâchoire que quoi qu'elle ait à dire, ce serait lourd. La radio était encore allumée à bas volume depuis le trajet aller, une chanson que je ne reconnaissais pas, et j'ai fini par l'éteindre parce que le silence entre nous semblait soudain avoir besoin de place pour respirer. Nous nous sommes garés sur le parking d'une épicerie à mi-chemin de la maison et j'ai mis la voiture sur parking sans même vraiment le décider. Quelque chose me disait que nous n'irions nulle part ailleurs tant que cette conversation n'aurait pas eu lieu. Catherine s'est tournée sur son siège pour me faire face pleinement pour la première fois depuis que nous avions quitté la fête, ses mains jointes fermement sur ses genoux. Et je me souviens avoir pensé, juste avant qu'elle ne parle, que je n'avais jamais vu ma femme paraître aussi effrayée à l'idée de dire quelque chose à haute voix. Catherine m'a regardé pendant un long moment avant de parler enfin. Elle a dit mon nom tout doucement et a dit qu'elle devait me demander quelque chose et qu'elle avait besoin que je réponde honnêtement. Je lui ai dit bien sûr, peu importe ce que c'était. Elle a pris une inspiration et m'a demandé si je ne l'avais pas vraiment vue. Elle parlait des documents que le cabinet de Bernard avait envoyés l'année dernière, l'avenant d'assurance que Maxime m'avait demandé de signer. Elle m'a demandé si je ne l'avais pas vraiment lu, si j'avais juste eu confiance en lui et si j'avais signé. Je suis resté assis là sur ce parking d'épicerie et mon estomac s'est noué avant même qu'elle ne finisse sa phrase parce que je connaissais déjà la réponse. Maxime était passé à l'atelier en octobre dernier avec un dossier du cabinet de Bernard, me disant que c'était de la paperasse d'assurance de routine. Quelque chose concernant la couverture de responsabilité au cas où il m'arriverait quelque chose, pour protéger l'entreprise pour la famille. Je me souvenais l'avoir signé en peut-être 2 minutes, debout au comptoir, jetant à peine un coup d'œil au-delà de la première page, parce que mon fils me l'avait tendu et m'avait dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. J'ai dit lentement à Catherine que non, je ne l'avais pas vraiment lu. Je lui faisais confiance. Elle a fermé les yeux une seconde, comme si elle avait espéré que je lui dise autre chose. Puis elle m'a tout raconté. Le relevé de clôture avec le prix réel de la maison, le dossier avec le nom de ma société dessus. Le document de mandat de protection future avec ma signature que je n'avais apparemment jamais compris avoir signé. Et puis, mot pour mot aussi bien qu'elle s'en souvenait, ce qu'elle avait entendu à travers cette porte de dressing, la voix de Camille expliquant calmement comment le transfert fonctionnait. Comment je n'avais aucune idée de ce que j'avais réellement signé, et la voix de Maxime lui demandant ce qui se passerait après, et Camille répondant qu'il vendrait ma part à un groupe que son père avait déjà arrangé. Je suis resté complètement immobile derrière le volant de cette voiture, mes mains reposant encore dessus, même si le moteur était éteint. Et pendant un long moment, je n'ai pas pu prononcer un seul mot.
35 ans de ma vie et mon propre fils étaient en train de les céder discrètement à des étrangers, pendant que je me tenais dans son jardin avec un verre à la main en me sentant fier. Nous sommes rentrés à la maison surtout en silence après cela et je ne me souviens pas beaucoup du trajet lui-même, juste le flot des rues familières qui défilaient pendant que mon esprit rejouait cet après-midi d'octobre encore et encore. Maxime debout au comptoir de mon atelier, dossier en main, me disant que c'était la routine. Moi signant sans lire parce que c'est ce qu'on fait pour son fils. Parce que c'est à cela que ressemble la confiance quand on a passé toute sa vie à la construire. Cette nuit-là, après que Catherine soit montée se coucher, je suis resté seul dans mon bureau avec la lampe allumée et j'ai sorti la petite boîte de classement inifugée où je gardais les papiers importants. J'ai fouillé dans les vieux documents fiscaux, les polices d'assurance, les papiers de garantie du camion jusqu'à ce que je le trouve, un mince dossier en papier craft d'octobre. Celui que Maxime avait déposé. Je ne l'avais même pas classé correctement. Je l'avais juste jeté là et oublié, de la façon dont on oublie quelque chose dont on ne pense pas qu'il a de l'importance. Je me suis assis là à presque minuit pour lire des pages que j'aurais dû lire 8 mois plus tôt. Le langage était dense, plein de termes juridiques que je ne comprenais pas totalement. Des expressions comme mandat de protection future à effet immédiat et discrétion fiduciaire concernant les actifs commerciaux. Enfoui à la page 4 dans un paragraphe qui semblait presque identique au langage d'assurance environnant, se trouvait une clause accordant au mandataire, Maxime, l'autorité d'exécuter des transferts d'intérêts de propriété dans chauffage et sanitaire le fort sous certaines conditions. J'ai lu ce paragraphe probablement une douzaine de fois. Mes mains ne tremblaient pas de colère, pas cette nuit-là. Elles tremblaient de quelque chose de plus proche de l'incrédulité, le sentiment de réaliser qu'une porte que l'on croyait verrouillée était en fait restée grande ouverte tout le temps. Je suis resté là jusqu'à près de 2 heures du matin, fixant ma propre signature au bas d'une page qui avait discrètement cédé 35 ans de ma vie, me demandant combien d'autres choses j'avais cru sans jamais vraiment regarder. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat de longue date et ami, un homme nommé Philippe, qui s'occupait de la paperasse de mon entreprise depuis la toute première année de mon ouverture. Philippe me connaissait depuis plus longtemps que Catherine, à l'époque où je faisais encore des dépannages dans un vieux fourgon rouillé avec une enseigne magnétique sur la porte. Je lui ai dit que je devais le voir en priorité, que cela ne pouvait pas attendre, et quelque chose dans ma voix a dû lui dire qu'il ne s'agissait pas d'une question fiscale de routine. Je me suis assis en face de Philippe à son bureau un peu avant 9 heures ce matin-là et j'ai fait glisser le dossier d'octobre sur son bureau. Il l'a lu lentement, son visage devenant plus plat et plus sérieux à chaque page, de la façon dont le visage d'un homme change quand il réalise qu'un ami est dans un vrai pétrin. Quand il est arrivé à la page 4, il s'est arrêté, l'a lu 2 fois et a levé les yeux vers moi par-dessus ses lunettes. Il m'a dit que ce n'était pas un avenant d'assurance standard. Il a dit que c'était un mandat de protection future avec une autorité spécifique de transfert d'entreprise. Quiconque avait rédigé cela avait caché le véritable octroi d'autorité à l'intérieur d'un langage conçu pour paraître banal. Il a ajouté que ce n'était pas quelque chose qu'un cabinet d'avocats de bonne foi rédigeait par accident. Je lui ai demandé ce que cela signifiait pour moi là maintenant, aujourd'hui, et il m'a répondu clairement que d'après ce document, Maxime avait actuellement la capacité juridique de commencer à transférer des parts de propriété de ma société et que, selon l'état d'avancement des choses, nous étions peut-être engagés dans une course contre une montre dont nous ignorions même qu'elle tournait. Philippe a sorti son téléphone sur le champ et a appelé les registres officiels pendant que j'étais assis dans ce fauteuil, sentant 35 ans de ma vie se réduire aux prochaines heures. Il a confirmé qu'aucun transfert n'avait encore été officiellement enregistré, ce qui signifiait que nous avions encore du temps, mais pas beaucoup. Je me souviens être resté assis là à penser à Maxime enfant balayant le sol de mon premier atelier et avoir senti quelque chose se briser silencieusement dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec les affaires du tout. Philippe et moi avons passé toute la journée à travailler discrètement et avec précaution parce que la dernière chose que nous voulions était que Maxime ou le père de Camille pressente que quelque chose n'allait pas avant que nous soyons prêts. Nous avons rédigé une révocation formelle du mandat de protection future et nous l'avons déposé officiellement le même après-midi accompagné d'une déclaration notariée confirmant que je n'avais jamais sciemment accordé d'autorité pour transférer la propriété de l'entreprise. Philippe a également contacté ma comptable, une femme qui gérait mes livres depuis presque 15 ans, et lui a fait geler tout transfert en attente lié au compte de l'entreprise. J'ai appelé Catherine depuis le bureau de Philippe et je lui ai dit ce que nous faisions et elle a été silencieuse un moment avant de dire quelque chose auquel j'ai souvent repensé depuis. Elle a dit qu'elle n'était pas désolée d'avoir regardé dans cette pièce.
Elle a ajouté qu'elle savait qu'elle n'aurait probablement pas dû mais qu'elle préférait que je sois en colère contre elle pour avoir regardé plutôt que de me voir perdre tout ce que j'avais construit parce qu'elle était passée devant sans rien faire. Je lui ai dit qu'il n'y avait absolument aucune raison d'être désolé. Elle avait sauvé quelque chose que je ne savais même pas être en danger. À la fin de cette journée, le mandat était officiellement révoqué, les comptes de l'entreprise étaient sécurisés et Philippe avait un dossier prêt montrant exactement quand j'avais déposé les documents pour me protéger dès que nous avions découvert la vérité. Nous avons convenu que je n'appellerais pas Maxime ce soir-là, pas par méchanceté, mais j'avais besoin d'être calme avant de parler à mon propre fils de quelque chose d'aussi grave et le calme n'était pas quelque chose que je pouvais encore simuler. Je me suis assis sur ma terrasse ce soir-là, bien après que Catherine soit rentrée, regardant le jardin où Maxime jouait au ballon avec moi quand il était petit. Essayant de comprendre comment une personne passe de ce petit garçon à quelqu'un qui s'assoit dans un dressing pour discuter de la vente du travail d'une vie de son père comme s'il s'agissait d'un meuble. Je n'avais pas de réponse cette nuit-là. Je savais juste que je devais lui faire face avec la vérité plutôt qu'avec ma colère. J'ai appelé Maxime 2 jours plus tard et je lui ai demandé, ainsi qu'à Camille, de me rejoindre à mon bureau à l'atelier, pas chez eux, pas chez nous, mais quelque part qui m'appartenait pleinement. Je pense qu'une partie de Maxime pressentait déjà que quelque chose n'allait pas car sa voix au téléphone était plus serrée que d'habitude, prudente d'une manière qu'elle n'était pas avant cette fête. Ils sont arrivés un peu après 10 heures du matin et j'avais le dossier d'octobre ainsi que les papiers de Philippe posés sur mon bureau avant même qu'il ne s'assoie. Je n'ai pas élevé la voix. Je leur ai dit calmement que Catherine avait vu le relevé de clôture sur la commode et qu'elle avait surpris leur conversation à travers la porte du dressing. J'ai vu le visage de Maxime se vider lentement de ses couleurs pendant que je parlais et j'ai vu l'expression de Camille se transformer en quelque chose de plus froid et de plus prudent. Une femme calculant son prochain mouvement plutôt qu'une personne prise au dépourvu. Maxime a essayé de s'expliquer, la voix brisée, disant que cela n'était pas censé se passer de la manière dont on l'avait entendu, que ce n'était pas qu'il voulait me pousser dehors complètement. Que c'était juste la façon dont le cabinet de Bernard avait structuré les choses pour des raisons fiscales. Je lui ai dit clairement que j'avais déjà parlé avec Philippe, que le mandat avait été révoqué et enregistré, et que je savais exactement ce que ce document lui permettait de faire, quelle que soit la façon dont il voulait expliquer ses intentions maintenant. Camille a pris la parole alors, d'une voix tranchante, disant que les entreprises sont restructurées tout le temps, que c'était simplement de la gestion intelligente pour l'avenir, que je réagissais de manière excessive à quelque chose de standard dans la gestion de patrimoine moderne. Je l'ai regardé pendant un long moment et je lui ai dit que voler l'entreprise d'un homme pendant qu'il tient le futur coffret d'outils de son petit-fils dans un sac cadeau en bas, ce n'est pas de la gestion de patrimoine. C'est du vol avec une meilleure paperasse. La pièce est devenue totalement silencieuse après cela. Maxime n'a pas dit un seul mot pour sa défense. Les nouvelles voyagent vite dans les familles, même les partis que personne ne veut propager. En une semaine, Bernard Lefebvre m'a appelé directement. Sa voix était nettement moins polie qu'elle ne l'avait été à la fête. Il a dit qu'il voulait clarifier quelques points, que son cabinet n'avait fait que suivre les instructions qui lui avaient été données et que tout malentendu était purement une question de communication. Je lui ai dit clairement qu'un mandat de protection future enfoui dans un langage d'assurance n'était pas un malentendu. C'était une stratégie et j'ai ajouté que j'avais déjà transmis des copies de tout au Conseil de l'ordre pour examen. Il est devenu très silencieux après cela. Maxime est venu me voir seul environ 2 semaines plus tard sans Camille, s'asseyant en face de moi à ma table de cuisine où il faisait ses devoirs quand il était enfant. Il semblait plus petit, fatigué, l'assurance de la fête avait complètement disparu. Il a admis que Camille et son père avaient poussé le plan plus vite qu'il ne le souhaitait, qu'il s'était laissé entraîner parce qu'il voulait prouver qu'il pouvait construire quelque chose d'aussi impressionnant que ce que sa famille à elle possédait. Il a dit qu'il avait honté pour la première fois depuis cet après-midi-là à la fête, je l'ai cru. J'ai dit à Maxime que la confiance n'est pas quelque chose qu'on récupère en s'expliquant simplement une fois à une table de cuisine. Je lui ai dit que l'entreprise restait entièrement mienne, pas de part, pas de transfert. Aucune discussion sur l'avenir de celle-ci tant qu'il n'aurait pas passé un temps réel à regagner le genre de confiance qu'il avait mis 35 ans à construire et qu'il avait ensuite cédé en une seule signature. Il a hoché la tête et pour la première fois depuis longtemps, il n'a pas argumenté ni essayé de justifier ses actes. Il a simplement accepté. Catherine et moi ne sommes jamais retournés dans cette maison de l'allée des Glycines. Maxime a fini par nous dire que lui et Camille l'avaient vendue dans l'année. Leur couple a souffert sous le poids de tout ce qui s'était effondré cet été-là, bien qu'il ne nous ait jamais donné tous les détails et que nous n'ayons jamais demandé.
Cela fait presque 1 an maintenant depuis cette fête et l'entreprise est toujours à moi, entièrement, proprement, avec chaque document vérifié 2 fois par Philippe avant que je ne signe quoi que ce soit. Maxime travaille toujours avec moi à l'atelier, de retour à la base d'une certaine manière, reconstruisant la confiance un jour ordinaire après l'autre plutôt que par un seul grand geste. Il arrive tôt. Il pose des questions au lieu de supposer. Et lentement, prudemment, j'ai recommencé à le laisser participer à de petites décisions. De la façon dont on testerait le poids sur un pont dont on n'est plus sûr qu'il puisse vous porter. Catherine et moi parlons souvent de ce jour-là. Généralement tard le soir quand la maison est calme. Elle dit encore qu'elle n'était pas sûre de devoir regarder ses papiers sur la commode. Mais je lui répète à chaque fois que son regard est la seule raison pour laquelle je possède encore l'entreprise que j'ai passé ma vie entière à bâtir. Elle a sauvé quelque chose cet après-midi-là que ni l'un ni l'autre ne comprenions vraiment être déjà en train de nous échapper. Ce qui me reste le plus, ce n'est pas la colère, bien qu'il y en ait eu beaucoup pendant un certain temps. C'est la leçon qui se cache sous tout cela. Une leçon assez simple pour que j'aurais probablement dû la connaître déjà à 62 ans. La confiance et l'amour ne sont pas la même chose que l'aveuglement. On peut aimer son fils totalement et tout de même lire chaque page avant de la signer. On peut croire en sa famille et tout de même poser des questions quand quelque chose ne semble pas normal. J'ai donné à Maxime 35 ans de confiance sans jamais lui demander de mériter la seconde moitié de celle-ci. Et cet espace est exactement l'endroit où quelqu'un d'autre a trouvé la place pour s'engouffrer. Nous avons toujours nos dîners du dimanche ensemble, plus calmes qu'avant, plus prudents, mais réels. Maxime reconstruit quelque chose avec nous lentement, de la bonne manière cette fois. Et Catherine me serre encore la main parfois à table. La même main qu'elle a saisie cet après-midi-là dans la cuisine de Maxime. Et je la serre en retour à chaque fois, reconnaissant d'une manière que les mots ne peuvent pas tout à fait couvrir, pour une femme qui a remarqué ce que je ne pouvais pas voir et qui a eu le courage de me tirer vers la porte avant qu'il ne soit trop tard. Cette histoire nous plonge au cœur d'une trahison familiale particulièrement douloureuse car elle utilise le lien sacré de la confiance pour dissimuler une manipulation juridique. Dans le contexte français, où la transmission des entreprises familiales est souvent une source de fierté mais aussi de conflit, le récit de Jean-Pierre Morel nous rappelle que même les intentions les plus pures peuvent être détournées par l'ambition ou l'influence extérieure. Le rôle de Catherine est ici crucial, elle représente l'intuition et la vigilance nécessaires pour protéger le patrimoine d'une vie de travail. Cette vidéo met en lumière un aspect souvent négligé des affaires familiales, la nécessité absolue de séparer l'affection personnelle de la rigueur administrative. Le mandat de protection future, détourné ici de sa fonction protectrice, devient une arme entre les mains de ceux qui privilégient le gain rapide sur l'honneur et la loyauté. La leçon ultime est que la vigilance n'est pas un manque d'amour, mais au contraire une forme de respect pour ce que l'on a construit ensemble. C'est une invitation à la communication honnête et à la prudence systématique face aux documents légaux, même lorsqu'ils proviennent de nos proches les plus chers. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation où votre confiance aveugle a failli vous coûter cher, ou pensez-vous que dans une famille, on ne devrait jamais avoir à vérifier les signatures de ses propres enfants? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires pour que nous puissions en discuter ensemble.